Un trust. Putain, tu peux te rapprocher, je t'ai pas dans l'écran. Merci collègue. Collègue chéri. Voilà. On est bien là, regarde. En fait, il faut qu'on se mette au milieu à peu près. On va se faire comme ça. On va être plus. On va se rapprocher en fait. Voilà. Copier. C'est bien comme ça. Coller serré quoi, c'est ça. Tu vois? Coller serré. Coller serré. C'est qui déjà? C'est ta ville. La compagnie créole. Non, c'est un peu plus. Moins Asvin, quoi. Oui, d'abord. Moi, C'est Asvin. avec le perroquet sur le. Voilà. Et... Je comprends. Petit qualificatif. Oui. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est génial. Je vais pas vous faire le. On est bien là. On est En fait, là, c'est bien. Vous êtes bien comme ça, Ouais, tous les Nous deux. sommes On va virer ça là. dans la. Voilà. Il vous gêne. Non, pas moi, mais ça, le c'est bon. live. Comme ça, on est bon. Voilà, on est très Voilà. bon. Après, les mics sont bien. Je vais juste prendre juste. Et on y va, on a un droit. Les mics sont bien. Absolument un mot. Un mot. Un mot, ça suffira. On a fait deux même. Deux mots. Générique en gros, on y va. Je vous mets le retour après. Spécial. Des petites musiques d'ascenseur, c'est pas mal. Oui, c'est bien. L'accueil est bien, hein. Nous sommes bien reçus ici. Voilà. Ah, oh, Qu'est-ce? il est cher. Eh oui. Pour le début. Oui. D'accord. Eh ben j'entends rien. Ah, j'ai pas appuyé. Ça c'est pour les abris atomiques, Vous ça. avez bon ou pas? C'est pour pas entendre les Non mais déflagrations. c'est normal. Ah, pardon. Vous avez appuyé? Oui, j'ai appuyé. Donc ça c'est bon, c'est le retour. Non, j'ai rien. Mais c'est pas grave parce que. Bah c'est pas grave, on aurait pu y faire avant. On forget. C'est pas grave. De toute façon, un bon signal. Ça vaut aussi. T'as pas un stylo par hasard? Oui, bien sûr. Ah si, j'ai ce qu'il faut bien sûr. Oui, bien sûr, je plaisante, mais tu perds une feuille, certainement. Bonjour à toutes et à tous, bonjour cher Rabinissime en cette veille de Pessah. Shalom mon cher et bien-aimé collègue. Alors comme chaque semaine, notre étude en tandem, Chavruta, avec nos trois temps. Tout d'abord la question de l'auditrice ou de l'auditeur, toujours, comment dirais-je, Anonyme et tiré au sort. exactement. Ensuite, nos divrei Torah, certainement orientés vers le Seder, ou en tout cas la thématique de Pessah. Et bien sûr, nos annonces qui sont importantes et qui sont d'ores et déjà nous mettent, je dirais, en appétit comme la fille commune ce soir. Sans plus attendre, la question de l'auditeur tirée par la main rabbinique du rabbin Meir Knafo, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, alors je découvre en même temps que toi la question: en quoi consiste l'hospitalité à Pessah? Et l'auteur d'ajouter: à inviter au milieu du Seder, point d'exclamation. Oui, et oui. En fait, encore une provocation, comme nous les chérissons. Absolument. Il y a un message d'hospitalité, cela va de soi. D'entrée de jeu, le Seder nous dira: quiconque a faim vienne manger le sacrifice de Pessah, en tout cas jadis avec nous, quiconque est dans le besoin, etc. Bon, tout ça est bien aimable, mais il n'en demeure pas moins que cette invitation, certains ouvrent même la porte à ce moment-là, est faite après que le kidouche soit prononcé, après que tout le monde ait regagné les chaumières. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela? Est-ce qu'on est vraiment dans le jeu de l'hospitalité à Pessah? Et pourquoi d'ailleurs ce devrait être un moment d'hospitalité, fondamentalement? Pas parce que c'est juste une fête et que pour toutes les fêtes on ouvre sa porte, mais pourquoi ce jour-là en particulier, tu y vois un lien substantiel, essentiel même, avec l'hospitalité? Et qu'est-ce que c'est que ce jeu trouble où on finit par dire un peu tard qu'on a faim vienne manger avec nous? T'imagines entre fromage et dessert, au fait, si quelqu'un a faim, il peut venir passer prendre un verre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai ça. Je reviens je dirais à nos origines. En découvrant la question, je me souviens d'un passage de notre Pentateuque dans le livre de la Genèse, dans Bereshit, où lorsque Abraham va recevoir des hôtes de qualité,
eh bien, il va leur offrir l'hospitalité, naturellement. Et la Torah ajoute quelque chose d'assez étonnant, qu'il va leur servir littéralement, des ougot. Et la Torah précise, Rashi précise que c'était des matzot. La Torah dit ougot. Ah non, c'est ça, ougot, oui. La Torah dit ougot. Et par analogie, ougot, matzot, qui l'ont dans l'Exode, on a vu que les ougot, qui étaient les servis, gâteaux, les pains, les brioches peut-être, que Abraham sert étaient en fait des matzot. Des matzot. Alors j'écoute. Et le Midrash également de rebondir en nous disant, de manière assez étonnante, mais c'était Pessah, incroyable. Nous savons très bien que la fête de Pessah est liée à la sortie d'Égypte, donc aux descendants d'Abraham. Néanmoins, nos maîtres nous enseignent que les Avot, les patriarches, observaient toute la Torah. Et là, il faut y voir un petit... C'est une thèse fameuse du Midrash. Du Midrash, il y avait une pratique intuitive des commandements, on pourrait dire ainsi, ou mystique des commandements. Et donc, que quelque part, l'histoire, si elle fait sens, n'est qu'un prétexte, en réalité, au commandement. Prétexte. Exact, bravo. D'accord, qui permet de justifier un texte, mais en même temps, c'est pas son fondement, ce qui est assez étonnant. Et tiens, en t'écoutant, j'ai envie de dire, alors, bravo pour cette référence, elle se voit comme nous, il y a de la figure, pourtant, j'y avais pas pensé. Les matzot d'Abraham, bien sûr, et donc l'hospitalité, on va essayer de creuser ça, mais je me demande même si, au fond, le vrai sens de la matzah n'est pas l'hospitalité, et que l'histoire de la sortie d'Égypte, non qu'elle soit extérieure à cette préoccupation, mais qu'elle nous inscrit dans une démarche d'hospitalité. Je veux dire par là que être sorti d'Égypte, c'est se retrouver dans la posture de ceux qui comprennent ce qu'a fait Abraham, à savoir recevoir des gens qui passent. Ce serait pas mal ça. Le sens fondamental serait celui-ci. L'histoire aurait-elle, pardon. L'histoire, le récit aurait-il masqué, le récit d'Exode aurait-il masqué ce sens fondamental? Est-ce que c'est ça qu'on joue, tu crois, à Pessah? Alors, à mon avis, c'est certainement un des fondements même de la fête de Pessah. L'idée qu'on retrouve après avec la sortie d'Égypte. Abraham accueille naturellement, spontanément, et à ce moment précis de son histoire. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, parce que Abraham, c'est après avoir subi la Brit Mila. Et quand je veux dire par là, c'est après qu'il ait connu une épreuve particulière, qu'il montre que même on pourrait dire dans la douleur et la difficulté, Abraham montre qu'il faut demeurer attaché à ses valeurs et à nos références, à savoir l'hospitalité. Or, cette hospitalité, c'est celle que précisément le peuple juif, lui, n'a pas connu en Égypte. Je m'explique. Quand il était esclave en Égypte, il était tout sauf un peuple accueilli comme aujourd'hui on aimerait de manière idéale accueillir, d'une certaine manière, l'étranger en général. Et donc, Am Israël, le peuple juif qui sort d'Égypte, a conscience que l'hospitalité dont il n'a pas bénéficié, bien lui va vouloir en donner l'exemple en montrant que la condition de l'esclave, la condition de l'étranger est une condition difficile, une condition complexe, et donc à partir de là, c'est un devoir pour nous d'offrir l'hospitalité. Et ce soir encore plus, puisque à ce moment-là, le peuple juif connaît la liberté. La liberté, c'est le symbole justement de la liberté d'action. Très bien. Donc l'homme affranchi se met au service, si j'ose dire, de celui qui socialement, parce qu'il est de passage, parce qu'il n'est pas d'ici, parce qu'il est financièrement dans la difficulté, et encore dans la servitude. Celui qui est socialement dans la servitude. Alors, ta piste d'Abraham qui est formidable, même fait penser à quelque chose peut-être qui tisse encore de manière plus exhaustive le lien organique entre hospitalité et sortie d'Égypte. Lorsqu'Abraham, tu as souligné magnifiquement qu'Abraham reçoit la problématique des anges, des émissaires ou des bédouins qu'il reçoit, ça se fait juste après la circoncision. Il a mal, c'est le 3e jour, il vient de faire la circoncision, et on se souvient du Midrash fameux qui raconte comment Abraham s'est interrogé sur la circoncision. Il avait 3 amis, Aner, Eshkol, Mamré, des amis voisins avec qui il avait déjà contracté une alliance. Il leur demande conseil, ce qui est un comble. Abraham demande conseil. C'est comme pour sortir d'Égypte, faut-il demander conseil? Et le premier lui dit, mais tu es un vieillard, tu vas te faire mal pour servir Dieu. Sortir d'Égypte aussi, c'est un risque. D'accord? Vous êtes une multitude, vous êtes fragile, vous voulez vraiment partir dans le désert, Pharaon avait même prévenu. Vous n'aurez que Ra'a, la mauvaise étoile, face à vous.
et le sang, donc que le présage semblait dessiner. Puis il y a un deuxième ami d'Abraham qui lui dit, oui, mais ton histoire de circoncision, c'est joli, hein, mais tu vas te distinguer des autres. Tu vas vraiment être un homme à part, une famille à part. Et cet argument, on le retrouve aussi dans la sortie d'Égypte, puisque c'est nation du sein de l'entraille, des entrailles d'une nation. Goy, Mikerev, Goy, c'est ça le procédé de la sortie d'Égypte. Le prêtre parlera presque entre les lignes d'accouchement. Et pourtant, il y a le troisième ami qui dit à Abraham, mais enfin, on te dit là que tu es trop vieux, on te dit ici que tu vas te distinguer, mais c'est Dieu qui te parle. Qu'est-ce que tu attends? Fonce. Et là, il y a la troisième donnée du reste de la sortie d'Égypte, partir vite. Dans la précipitation. Pourquoi? Pour dépasser et les turpitudes sur la distinction et le risque physique que l'on prend à sortir d'Égypte. Il fallait les dépasser, pour ça il faut aller très vite. Ce qui a marché avec Abraham, qui a décidé d'aller donc très vite, comme Mamré lui avait suggéré, eh bien marche avec les Hébreux, en tout cas ceux qui l'ont décidé au moment de la sortie d'Égypte, à savoir aller très vite. Pas étonnant que dans notre introduction, qu'est-ce qu'on trouve? Ha lahma ania, voici le pain de misère, kol dirfinité veichot, quiconque a faim vienne et mange. Dans la même phrase, d'accord, qui se joue dans l'introduction, c'est-à-dire que l'hospitalité se veut, comme la sortie d'Égypte qui se fait dans la précipitation, une réponse. Matzah, précipité, le pain qui n'a pas le temps de lever. L'hospitalité est une réponse aussi par rapport à ce que c'est que servir Dieu. Si ça ne se traduit pas par l'hospitalité, on n'a pas donné sens quelque part à ce service de Dieu. C'est sûr, c'est une abnégation, mais il doit aussi avoir une traduction horizontale. Si Dieu nous accueille, nous aussi devons être accueillants. Ce sens des termes, leur réciproque doit fonctionner. Et j'ajoute que la distinction ne vaut que si elle permet une distribution généreuse. Être à part, pourquoi pas? Être spécifique, pourquoi pas? Du moment qu'on peut en faire profiter. Et là, ça a un sens. Sinon, cette richesse trouvée, on la garderait pour soi. Et ainsi, on dépasse les problématiques des deux amis d'Abraham ou les deux gènes que peuvent représenter la sortie d'Égypte. Est-ce que ça te convient? Je n'ai fait que commenter ton propos. Non seulement j'adhère, mais alors je rebondis sur l'intitulé de la... Ah oui, il y avait une deuxième partie. Du prolongement de la question, ouais. Invité en cours de CEDER. Eh ouais, voilà, ça c'est un scandale. Alors mais non, mais on se moque du justement... monde. Tu sais, il y a ce proverbe égyptien de celui qui est au milieu du Nil et qui invite les gens à prendre le thé. Fadal, d'accord? C'est une invitation de gascon en français. Ils n'ont plus en égyptien. Et on était en Égypte en plus. Ah oui, tiens, oui. Alors, je t'écoute. Comment tu traites la deuxième partie de la question? Non, mais je vais te faire sourire. Je dirais qu'en réalité, à partir du moment où on a compris le fondement même de la définition de l'hospitalité, invité en cours de CEDER, c'est uniquement dans l'hypothèse où quelqu'un frapperait véritablement, là, c'est-à-dire, il faut imaginer cela, que quelqu'un frappe à notre porte à 22h ce soir en disant « Cher Ravanim, je n'ai pas où manger », ce qui peut très bien se présenter à nous, avec prudence, je dirais, vous m'avez compris, mais quelqu'un qui se présente à nous et qui nous dit spontanément « Je n'ai pas où manger », alors, véritablement, c'est l'enseignement fondamental de la soirée de Pessah. Non seulement nous l'ouvrons, nous l'accueillons, et je dirais même que s'il a manqué les entrées, on lui reçoit les entrées, Rabbi, ici, pour montrer combien nous sommes hospitaliers. La kémia, comme on dit chez nous. On reprend le CEDER avec lui. On reprend le droit avec lui. Faites qui douche, rejoignez-nous. Exactement. C'est-à-dire que... Moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi? Parce que, véritablement, l'idée même d'hospitalité, le soir de Pessah en particulier. L'hospitalité, c'est une valeur qui est commune dans le judaïsme, qui est naturelle. Mais le soir de Pessah, il y a une dimension particulière d'accueil, comme l'on dirait familièrement, venez comme vous êtes, un peu comme pour paraphraser une publicité que nous connaissons bien, et montrer bien le soir de Pessah, c'est mamash kol dirfin yete ve'yirchon. Ce que tu dis est génial, c'est-à-dire que comme toujours, l'hospitalité ne s'arrête pas au moment où on est installé. Parce que c'est ça qui se passe. Tout s'est organisé avant, ma foi, et on a tous ce réflexe. Une fois qu'on passe à table pour le CEDER de Pessah, il n'y a plus de raison que quelqu'un ne soit pas organisé. Donc la question, le dossier est fermé. Le dossier qui on invite, qui est placé où, est clos. Or,
La Gada nous dit, non, non, c'est pas fini les amis. Quand c'est fini, ça commence. Il faut savoir rester en veille. L'hospitalité, c'est une veille de tous les instants. Même installé, se pose la question de, tiens, au fait, est-ce que, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on a mis ce texte en plein milieu du Seder, après le Kiddush, après les premiers moments, les moments clés du Seder, se pose la question pour que les gens réagissent, au fait, est-ce qu'on est bien organisé, est-ce que tout le monde est là, est-ce que quelqu'un va peut-être frapper, on regarde même par la porte, c'est-à-dire que ce caractère alerte, cette pratique alerte de l'hospitalité, s'apparente parfaitement, c'est la pièce qui me manquait à notre puzzle, à la matzah. Ce pain qui n'a pas eu le temps de lever fait que on est là, on fait des choses, tout de suite on regarde de très près, et puis on doit y aller, donc on vérifie sa checklist, d'accord, est-ce que tout est bon, on part tout de suite. Donc on est très en veille, très en alerte. Et l'hospitalité, c'est ça, c'est une veille de tous les instants, quand tout le monde dort dans les chaumières, quand on est bien au chaud dans son confort. C'est peut-être compliqué de s'arracher à ce confort pour se dire eh oh, il y a peut-être en bas de chez moi quelqu'un qui va mourir ce soir s'il n'a pas où dormir, par exemple. D'accord, ce sommeil des qui nous fait obéir à notre confort, c'est celui-là même que la Gada veut dénoncer. Par exemple, une anecdote que tu connais seulement, c'est le Rachach. Un jour, il y a un Poga qui vient le voir et qui lui pose la question, Rav, est-ce qu'on peut faire les 4 coupes de vin sur du lait? Et le Rav a compris deux choses. D'une part, que cet homme avait pas assez d'argent pour se payer du vin, alors que la Mishnah nous enseigne que le plus vulnérable doit pouvoir trouver une ressource à charge pour la communauté à lui procurer, pour au moins avoir le vin, pas moins de 4 coupes de vin. Mais il en a aussi dit qu'il n'avait pas non plus de viande, puisque s'il peut boire du lait, c'est qu'il n'a pas de viande à manger ce soir-là. Donc évidemment, le Rav a eu la réaction. C'est tout à fait anecdotique, ça paraît simple, mais ça montre à quel point le souci du détail, il y a un esprit alerte, c'est peut-être pas autre chose que cela. L'hospitalité, c'est la même identité en milieu du Seder. Je te laisse. Notre auditeur, notre auditrice assaissit ce soir comme une notion de l'hospitalité. C'est une notion qui est liée bien sûr à un grand principe qui nous est cher, que l'enseignement des aïeux, des patriarches, constitue un phare pour nous. Et donc l'enseignement de l'hospitalité lié à Abraham va se transmettre de génération en génération, je dirais, dans la même dynamique que celle du fut la sortie d'Égypte, Bechipazon, et ainsi, quiconque en ressentira le besoin, qu'il sache qu'il trouvera, je dirais, une maison ou un lieu d'étude ou un lieu de prière pour l'accueillir comme il se doit ce soir. Bien sûr, on vous donne toutes les adresses en dernière partie d'émission. Merci beaucoup, chers collègues. Première pause musicale, un choix de ton cru, c'est l'introduction de certaines communautés suivant mon regard à la Haggadah de Pessah, plateau sur les têtes. Coup de l'eau. Un régal, bien sûr. Donc tu le fais toi aussi. Bien sûr. Du vrai. C'est dans son entourage ici. Comme ils sont ici. On retrouve chez les Yémen notamment, et chez les Marocains, c'est à l'oral beaucoup. Là, tu régales. Voilà, Ramak Nafo est en transe. J'ai gagné mon émission. Voilà. Il y a ce chant marocain. Je n'ai pas cité la liturgie marocaine, mais il s'agit de cela. Parce qu'en fait, dans la liturgie, vous avez deux choses. Vous avez la liturgie, c'est-à-dire marocaine, et le reste. Ah non, surtout pas. N'est-ce pas? Mais toute une liturgie, c'est vrai. Oui, marocaine, c'est vrai. J'en donnerai la preuve. Ce soir, nous chanterons tous sur un air traditionnel ashkenaz, Manishtana. Ah, c'est normal, c'est une Rachid qui fait un truc ashkenaz, c'est normal. Et comment? Je m'adapte. Quand de monter à la Torah, en général, ça dépend du fidèle. Si c'est l'ashkenaz, je lis en ashkenaz, si c'est un marocain, en benjamin, j'ai un opinion significative, je lis comme je veux. Bien sûr. Je voulais faire des fois l'exercice. Un limite Balvel. Des fois, T'es troublé. trouve. Alors, il faut que nous décidions, je dois publier le thème de notre conférence à deux voix pour dimanche.
plusieurs hypothèses sur la table. Sortir tous les dossiers qui sont à disposition. Qu'est-ce que tu as envie de parler? Partir de nos ennuis. On va chercher le sujet pas bateau, mais de quoi on a envie de parler. Il faut y aller en vie. Je fais pas comme ça. Qu'est-ce qui nous touche à tous là, maintenant? Habituellement, je suis inspiré. Par rapport Qu'est-ce qu'on a l'actualité? la notion d'étranger. On a fait ça. On a fait Non, on rebelle. on avait déjà fait le truc des cortiques. On avait Ensuite, Ouais, c'était ça. Ouais, c'est un peu Ouais, on avait. en fait, on fait un texte, on choisit un texte de la Haggadah. C'est ça ce qui te plairait. Ou alors on interprète, on l'avait peut-être, mais on peut faire une relecture de Zeman Fréroteni. Bon, on réfléchit pendant la deuxième pause. Il est là, oui. C'est d'origine. C'est son pays. J'en suis fier. C'est là qu'il est né. Vous le connaissez là? Non, Alors, c'est tout comme. bien, après ces quelques notes arabo-andalouses, c'est ainsi qu'on pourrait les définir, les caractériser. Ce sont maintenant les notes vocales, le timbre de la voix du rabbin Knafo qui va retentir, chers amis, pour l'allocution rabbinique spéciale Pessah 5778, juste après le jingle. Cher Rabbinissime, cher Frédéric, un mot sur un texte introductif à la Haggadah de Pessah. Introductif, c'est-à-dire, après avoir posé les quatre questions traditionnelles, en quoi cette nuit est différente, après avoir mentionné les 4 enfants ou les 5 enfants, je vais dire par 5, certains disent qu'il y aurait un absent, eh bien, un texte particulier nous enseigne Tse ulmad mabikesh lavan ha'arami la'azot le'Yaakov. Je traduis. Apprends donc ce que Lavan l'Améen voulut faire à notre père Jacob. J'aimerais attirer notre attention sur l'expression. Cette expression, elle n'est pas commune. Cette expression, nous ne la voyons pas partout dans la tradition. Tse ulmad, elle nous rappelle tout de même 2 expressions qui nous sont chères, rabbinissime. C'est ta shma et ta chazé. Ta shma, littéralement, c'est viens et écoute. C'est une expression typique du Talmud de la loi orale. Lorsque, dans le Talmud, Babli en particulier, de Babel, il est question d'apporter une preuve, souvent le Talmud nous dit tashma, c'est-à-dire que ici nos maîtres veulent attirer notre attention, mais plus que notre attention, c'est notre lucidité. Nos maîtres veulent attiser notre curiosité intellectuelle sur un point précis. Tashma. Dans un autre domaine également qui nous est familier, cher Rabbinissime, dans le Zohar en particulier, l'expression qui est employée, ce n'est pas tashma, mais c'est ta chazé. Viens et observe. Viens et vois. Et ça, c'est également étonnant. Comme si dans la Kabbalah, il ne s'agit pas de, entre guillemets, de méditer ou de réfléchir ou de chercher le vraiment intrinsèque, mais au contraire, il faut se placer dans une dimension d'observation des choses, d'analyse, mais plutôt au sens où l'on va voir les choses, entrevoir les etc. Et il est dans la Kabbalah, et dans le Zohar en particulier, les textes du Zohar sont souvent des textes qui relèvent de ce qu'on appelle le domaine de la conception des choses. Nous sommes plus dans le monde des concepts, bien plus que dans le monde, et le monde des idées, bien plus que dans le monde, on pourrait dire, sensible. Voilà, sensible et très cartésien.
Exactement. Or ici, voilà, c'est encore une autre expression qui est employée, c'est tseulmad. Cette expression, elle est étonnante. Et là-dessus, je citerai notre maître rabbinissime, le Rav Guggenheim, qui nous a enseigné à l'école rabbinique à ce sujet l'idée passionnante suivante. Il avait l'habitude de dire que nous étions élèves au Beth Midrash, l'école rabbinique, comme tu le sais, le Rav, le grand Rav Guggenheim, autorise les auditeurs libres. Et donc il y avait à nos cours hebdomadaires du dimanche matin en particulier. Eh bien, tu te souviens certainement que le Rav autorisait donc la participation pour ce cours en particulier donc de membres de la communauté, de personnes qui assistent au cours. Or, je me souviens une fois du demande que l'homme avait fait un des auditeurs en lui disant attention, on dirait aujourd'hui une regard, c'est-à-dire un assistant, mais d'une grande délicatesse, nous connaissons le Rav. Eh bien, il s'adresse à lui en lui disant sache que, il le voyait, lorsque vous venez à notre cours, parce que c'était collectif, eh bien, vous venez avec des préjugés, vous venez avec une formation intellectuelle, une formation également, entre guillemets, professionnelle. Eh bien, le Rav avait l'habitude de dire, sachez que tout cela, vous devez littéralement le laisser à l'entrée du Beth Midrash. Explication. Le Rav lui expliquait avec beaucoup de pédagogie. La logique talmudique ou la logique de la Torah n'est pas nécessairement la logique, je dirais, que nous pouvons connaître en temps normal, quels que soient d'ailleurs les modes de raisonnement. La logique de la Torah ou la logique parfois intrinsèque au Talmud en particulier, est parfois une logique qui fait appel à des concepts ou à des raisonnements qui ne sont pas nécessairement des raisonnements ou des concepts que nous retrouvons par exemple dans la pensée, on pourrait dire occidentale en particulier, mais pas nécessairement, et même parfois même dans la pensée orientale. Mais il est vrai plus souvent dans la pensée occidentale. Et donc le Rav avait l'habitude de dire il faut laisser toute votre capacité de raisonnement traditionnel pour vous imprégner à la fois de la pensée et de la logique interne à ce que vous allez vous apprêter à étudier. Et bien c'est comme cela que moi j'explique le fameux tse ou le mad. Le tse, c'est littéralement sortir, c'est-à-dire se débarrasser entre guillemets de tous les préjugés et de tous les préalables ou les conceptions que nous avons et qui sont liées à notre formation intellectuelle, formation également on pourrait dire formation professionnelle, etc. pour pouvoir l'mad, pour pouvoir bien apprendre. Pourquoi ? Parce que parfois, certains domaines ou certains textes font appel à une autre logique, à une autre démarche. Et il est important pour pouvoir bien s'en imprégner, d'accomplir ce tse ou l'mad, c'est-à-dire littéralement sortir des préjugés pour pouvoir bien apprendre et s'imprégner. Et donc, c'est un des enseignements que je transmettrai ce soir à nos sédaristes, non pas nos séminaristes, rabbinissimes, nos sédaristes ce soir, Bezrat Hashem, en leur expliquant que ce qu'ils vont entendre ce soir, ce sont des choses qu'ils connaissent, mais que parfois, pour pouvoir bien les comprendre, ou bien les interpréter, ou bien s'en imprégner, alors il faut également concevoir qu'il y a aussi un cadre plus particulier, ou alors, disons, la nécessité de faire abstraction, et cela peut arriver, de certains référents ou référentiels, pour pouvoir bien s'imprégner du Seder, et afin que nous puissions tous nous élever. Amen. Merci infiniment, cher ami. Alors, quant à moi, très brièvement, je souhaiterais revenir sur ce qui me paraît une des phrases les plus émouvantes de la Haggadah. Il y a beaucoup de moments d'émotion. Il y a beaucoup de moments où on pourrait presque défaillir d'émotion. Je pense par exemple à Vehi Shermeda, cette promesse où on lève la coupe à ce moment-là, en plein milieu. Elle se maintient pour nous, tant il est vrai qu'à chaque génération, on s'érige contre nous pour nous exterminer, Dieu nous sauve de leurs mains, et ainsi de suite. Ça paraît très centré, très judéo-centré cette phrase, il faudrait la traiter, ce pourrait être un thème de réflexion d'ailleurs, est-ce que
l'antisémitisme n'est que l'affaire des Juifs, qu'est-ce qu'il signifie pour le genre humain? Tiens, pourquoi pas dimanche, en fin d'après-midi. Je note. Voilà, une tentation, une envie peut-être, en a eu, chers auditeurs. Mais il y a un autre passage émouvant auquel je pense, qui dit ceci et qui paraît, inconcevable. Enfin, l'obligation qui nous est faite paraît inconcevable. Ça vient tout à la fin, après que l'on ait, comme synthèse des synthèses, exprimé le sens de Pessah, Matzah, Maror, en montrant du doigt, sauf pour la viande, puisque c'est plus exactement la viande du sacrifice. Pessah, Shanu, Avotenu, Cholim, le Pessah que nos pères mangeaient, Matzah, Zo, 7 Matzah que l'on montre cette fois-ci du doigt, Maror, Zé, ce Maror, pourquoi? C'est-à-dire ma mère, pourquoi? Et donc il y a les réponses très courtes, lapidaires. Et puis ensuite il y a cette phrase, je la cite en hébreu parce qu'elle est toute simple et belle, Bechol dor va dor, à chaque génération, Hayav Adam, un homme a le devoir, a l'obligation, lirot et atzmo, de se voir lui-même, keilu hu yatsa mi Mitzrayim, comme si il était, lui, sorti de l'Égypte. Puisqu'il est dit, tu raconteras à ton fils, c'est pour cela que Dieu a agi pour moi. Alors, il est vrai que le verset parlait des contemporains à la sortie d'Égypte, où Dieu leur fait savoir, bon, demain, c'est-à-dire là, la génération qui vient, vos enfants vous demanderont, et vous direz, donc pour moi, pour celui qui est sorti d'Égypte. Mais il semblerait que les sages aient voulu riper sur ce pour moi, ou le rendre un peu perpétuel, c'est toujours pour moi, et la déduction est même explicite, Lo et avotenu bilvad ga'al kadosh baruch hu ela af otanu ga'im mahem. C'est pas seulement nos pères que le Saint béni soit-il a sorti, a délivré, mais nous aussi, il nous a délivrés avec eux. Il nous a délivrés avec eux. Alors, il y a deux choses ici qui m'étonnent énormément. La première, c'est se voir soi-même, pour ensuite raconter la sortie d'Égypte comme si c'était notre propre histoire. Se voir soi-même, quelle est cette perception de soi qui se mêle au récit de la sortie d'Égypte? Si on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas vécu. Qu'est-ce que ça veut dire s'inventer une histoire qu'on n'aurait donc pas vécu et dire voilà, je l'ai vécu? C'est un mensonge, oui, non, mais en tout cas, je ne sais même pas si c'est possible. D'accord, on peut s'illusionner, pardon pour ce terme incorrect, on peut faire l'illusion d'avoir vécu, mais c'est presque une invitation à l'usurpation, c'est curieux. Et puis ça va loin, parce qu'on aurait pu dire, bon, allez, on imagine une sorte de symbole. Non, c'est nous aussi que Dieu a délivrés avec eux, pas seulement nos pères. Alors si on est dans la filiation évidente, je veux bien, mais dès lors que cette filiation est perdue de vue, est-ce que ça veut dire que la sortie d'Égypte est un récit ethnicisé? Qui en est descendant de ceux qui sont sortis d'Égypte? Par conséquence, nous jouissons de ce que le sort leur a offert, de ce que la providence leur a offert, mais nous n'avons pas été délivrés, c'est eux qui ont été délivrés. Donc c'est un curieux raccourci. Et puis si on n'est pas dans ce trip du récit ethnicisé, alors qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il être le fils de ces pères-là pour être sortant d'Égypte? Bref, je triture un peu le texte, mais voilà, il est ici important de voir que cette phrase très très belle semble dire des choses somme toute insensées. Alors, pour résoudre la perplexité qu'est la nôtre, prenons du recul sur toute la Haggadah dans son ensemble. J'ai souvent coutume de dire, lorsque je prépare qui souhaitent nous suivre à la Haggadah, coutume de dire que ce livre nous donne une frustration terrible. Parce qu'il est question de raconter la sortie d'Égypte, il n'y a pas plus simple comme devoir que celui-là, c'est-à-dire je prends des récits qui sont dans le livre, donc le livre de l'Exode par exemple, je peux y mettre du midrash, je peux saupoudrer de Talmud et de mystique ou de chassitisme si j'en ai envie. Bref, je fais la cuisine que je veux, mais l'ingrédient de base, ce sont les versets, les chapitres de l'Exode. Et je prends ce récit, je le dis à qui veut bien l'entendre, ou qui doit l'entendre, en l'occurrence l'enfant. Bon. Eh ben non, la Haggadah ne fait pas ça. La Haggadah est un texte qui part dans tous les sens. A priori, je me suis attaché à établir un plan, une structure, pour comprendre où on veut nous emmener. Mais le récit n'est pas donné. C'est-à-dire qu'il nous appartient, nous, de le faire, ce récit. L'essentiel reste à faire. Nous avons ici le livre du maître, pas le livre de l'élève. Ce n'est pas un transfert de contenu, nous ne sommes pas qu'un média en l'affaire, nous devons raconter un récit
récit, et dès lors que nous racontons ce récit à notre manière, il se mêle à notre ressenti. Il se mêle à l'histoire de notre vie. Regarde nous dit à la fin de l'exercice, pour Hayat Adam, un homme se mêle lui avec sa vie, a-t-il des habitudes, a-t-il des obéissances, des actions imposées, consenties, il réussit à s'extirper. Est-ce que on l'a sorti? Est-ce que le sentiment que la prudence est extrait de péril et de danger est très difficile pour conditions évidentes? Nous avons tous nos vies d'Égypte et de sortie d'Égypte. Bref, par contre, à Asmana, ce récit, on se perçoit cette histoire, c'est la mienne. C'est pas seulement une histoire lointaine, il faut que ça. Il y a une universalité évidente. La sortie d'Égypte. J'ai une émotion très grande pour ces descendants d'esclaves noirs qui ont chanté « Laisse mon peuple partir », qui l'ont psalmodé pour ainsi dire, et qui ont forgé une conscience de l'affranchissement, qui ont forgé une conscience du scandale que pouvait représenter de naître et de mourir esclave. Donc oui, ce récit il parle, il secoue, il s'agit de l'approprier, et on ne peut pas raconter à son fils un récit dont on n'est pas l'auteur, en somme. Un récit qui ne fait que nous traverser. C'est notre récit que nous racontons et être à ce moment, se voir soi-même. Quant à la deuxième question, c'est pas ça le père qui a dit qu'il a aussi, ça part de ce que je disais, quelle violence il y a les temps de guerre, de panique, il y a les temps de la clandestinité, il y a les temps de se battre au fond d'une armoire, de pièce, au fond d'une demeure. Il y a les moments où on a peur de la vie. Il y a les moments où on est. Il y a les moments où on semble vivre une indifférence. Faut-il crever cette indifférence? Voyez, traiter la bien si on n'est pas sorti, il faut pouvoir en sortir. Y compris l'indifférence, je pense au dernier moment. Tous ces juifs sont sentis un peu qu'il y avait peut-être le poids de mesure, et puis peut-être pas vraiment. C'est à voir, ça se dispute. Mais voilà, nous avons tous un récit qui peut être mineur dans les temps de paix, qui peut être majeur dans les temps d'oppression, de persécution et de guerre. Quoi qu'il en soit, c'est ce récit-là que nous allons raconter par les autres, celui que nous voyons que très très loin, et que la sortie de l'Égypte soit un récit hautement performatif. C'est nous qui avons été délivrés, et ce n'est pas seulement la génération passée. Nous aussi, nous avons vécu une délivrance. Voilà le cahier des charges. Voilà ce à quoi la Haggadah nous invite. Je dirais même que nous sommes, Hayab Adam, tout homme est tenu de, et je suis touché par ce tout homme, Hayab Adam, tout homme. C'est une affaire humaine, c'est consubstantiel à la richesse de tout être humain de se sentir comme sortant du pays d'Égypte. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, la première version des 10 paroles, les 10 commandements, comme la deuxième d'ailleurs, mais la première, selon l'élève du Maharal de Prague, l'auteur du commentaire Keli Yakar, a une portée universelle. C'est celle-là même que Dieu a présentée aux nations, d'après le Talmud ou le Midrash. Et c'est là que chacun a pu se positionner, c'est oui ou c'est non. Mais dans cette première version, il y avait pourtant un détail qui choque. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui, mais ce récit, il est ethnique. Ce récit, il est situé, comme on dirait en langage un peu savant. Eh bien non. Ce récit, il est fondamentalement universel. Je t'ai sorti, toi, l'être humain, il y a en toi de quoi fabriquer, faire ton miel avec ce pollen que représente le récit de la sortie d'Égypte. C'est toi aussi à qui je parle, c'est toi aussi que j'ai délivré, tout homme donc. On a le devoir. Voilà, première pause, deuxième pause musicale. C'est parti, Fred aux manettes. Non, c'est un sujet sympa. Ah ouais, qu'est-ce qu'on pense? Ah oui. Mais quand il faut tourner. Ah là, c'est tout ton. On va se mettre. Se mettre à dos quoi qui? Ça, on s'en fiche. Simplement. Mais Comment on va. c'est une réflexion qu'il faut avoir. Ah, franchement. Voilà. Elle est là, c'est
on a besoin de ce L'antisémitisme est l'affaire de tous. Comment est l'affaire de tous? Non, mais Non, oui. Non, c'est une évidence. j'aurais bien dit, oui, c'est une évidence, mais il faut le démontrer. Ouais. Voilà. Il faut le démontrer. La cible, c'est pas seulement ceux qui ne sont pas sémites et qui devraient se sentir concernés. Pour moi, la cible, même principale, c'est tous ces juifs qui s'enferment dans les passions tristes de l'antisémitisme suivi. Je dirais même que pour certains, c'est un constituant militaire. Ce que je peux dire, c'est qu'en échange, avec un musulman Oui, qui déplorait ce qui s'était passé ouais. et qui revenait sur la définition de l'antisémitisme en objectant légitimement, mais nous sommes... Oui, bon, ça c'est juste sur les mots. C'est vrai, c'est correct, mais le mot antisémitisme, on pourrait y revenir, on pourra le définir. Il a parlé sous la plume de journalistes allemands ou viennois, je crois, ou allemands. Oui, et donc voilà, c'est un abus de langage, peut-être pas fidèle à l'étymologie. Bon, il se trouve que l'usage, et ça a concerné les juifs. Absolument, le peuple juif. On s'en anti-juif, anti-judaïsme ou pas. Exactement. C'est comme ça, les mots connotés, ils sont mal parfois, Ouais. mais c'est ainsi. Donc oui, le problème c'est que si tu commences à dire oui, mais nous sommes tous sémites, du coup tu vas être dans la négation de l'antisémitisme peut-être caractérisé par la sensibilité auprès Moyen-Oriental, etc. Je ne vais pas rentrer dans des considérations ethniques, j'aime pas tout ça, j'aime pas du tout ça même. Je l'avais objectif, il y avait quand même un concept aujourd'hui qui était l'homophobie. Pas l'homophobie, l'islamophobie. Islamophobie, judéophobie. Pardon. C'est marrant qu'on parle que ça vire au phobique, tout ça. Phobique. Pour les détestations. Bien sûr, pour les clubs. Ouais. En tout Bon. cas, parmi les signes, Bon, très bon morceau. c'est un bon. Et donc, le thème, moi je le valide. Ouais. Je suis tout à fait. Comment Comment tourner la question? l'antisémitisme n'est-il qu'un problème juif? Ça va? Ou est-il que la femme? Oui, n'est-il que l'affaire des juifs? Antisémitisme. L'affaire des juifs, c'est bien? C'est suffisamment fou et vague pour qu'on puisse mettre une manière politique. Et Par contre, il faudra bien charpenter ça. Bon, on essaie On va y aller. d'échanger. Vos deux concerne-t-il que Ah, bravo. Comme c'est oui. Ah, Oui, c'est trop long, ça. Oui. C'est pas souci. Bien. À présent, les annonces communautaires pour 5 bonnes minutes. Il reste car nous avons du pain à zimmer sur la planche. Ah, tout à fait. Cher Vinci, je vais à l'essentiel. Nos fidèles le savent. Nous les attendons, comment dirais-je, fidèlement aux offices des premières fêtes, dans un premier temps de Pessah. Nous ferons Arashi ce soir, Mincha à 19h, Arvit à 19h30. Je rappelle que dans notre Arvit de ce soir, il y aura le fameux Hallel complet qui est inclus. Et bien sûr, naturellement, le Seder communautaire ce soir à Arashi, demain soir à Bar Yochai sous la houlette. Je sais que vous vous régalerez, chers, je dirais, sédaristes, demain à Bar Yochai avec à la fois les mises en scène, m'a-t-on confié, mais également les enseignements ô combien, je dirais, sages de mon vénéré rabbin Rabbi Nissim. Je rappelle également que dimanche soir, nous nous retrouverons à Rachi à partir de 19h pour l'office de Mincha. Et ensuite, il y aura une conférence de clôture des premières fêtes pour laquelle eh bien, nous avons opté pour un thème entre guillemets bien sûr d'actualité, l'antisémitisme, l'affaire de tous, pourrions-nous dire aujourd'hui. L'affaire de tous ou l'affaire des juifs? Ou l'affaire des juifs. C'est pas mal. Exactement. Tout à fait. Donc, ce sera peut-être que nous traiterons. Et je rappelle également l'importance des demi-fêtes. Lundi, qui est un jour férié, il y aura office dans nos synagogues à 8h et ensuite les autres jours à 7h. Il est important de se mobiliser, de montrer que la sortie d'Égypte est aussi une sortie de son quotidien pour nous retrouver dans nos lieux d'études et nos lieux de prière. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, au niveau Bar Yochai, tu as déployé l'agenda des deux communautés. Je te remercie d'avoir ce sens aigu du collectif et qui est naturel chez toi. Vraiment, je te remercie encore. Il n'y aura pas de conférence shabbatique, cause nous sommes dans les festivités de Pessah. En revanche, donc, la conférence à devoir à Rachi, cela a été
annoncé. J'ajoute que vous avez jusqu'à midi 1 pour brûler votre Hametz et prononcer l'annulation. Donc vous êtes en live, n'hésitez pas, n'oubliez pas, en nous écoutant de trop, de passer à l'action. Il ne faut pas trop écouter les rabbins de manière générale, mais ici en particulier. S'agissant des personnes justement en difficulté de Sédarim, bien sûr que nos Sédarim communautaires vous sont ouverts, comme nos domiciles vous sont ouverts. Alors, à l'inverse, il y a encore quelques besoins précis pour lesquels nous cherchons des familles. Donc merci de vous tourner vers nous, soit via les réseaux sociaux, nos coordonnées personnelles, pour que nous puissions dans les minutes et les heures qui viennent clôturer et nous assurer que au moins les personnes qui nous ont sollicité trouveront porte ouverte pour ces deux Sédarim dès ce soir notamment. Sinon, les dernières fêtes seront, nous y reviendrons, alors nous n'aurons pas l'occasion d'y revenir au micro, mais en tous les cas sur les réseaux sociaux. Il y aura la veillée et la traversée de la mer Rouge, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi, et nous essaierons de vous proposer une programmation digne de vous tous. Et d'ici là, chers auditeurs et auditrices, Kacher, un Pessah, certes dans les règles, mais au courant joyeux. Et puis n'oublions pas aussi, Shabbat Shalom. Merci à tous, merci à tous. On n'a rien oublié. Bravo. Ouais. Tu fais quelque chose pour les rouges, toi, ou finalement? Non, c'est rien. Non. Tu veux qu'on fasse un événement sympa? Moi, j'en suis en train de penser. Tu ferais de quelle heure à quelle heure? Je sais pas, un truc milieu de nuit, tu sais, genre 11h, 1h, comme ça, autour de Khatsot Laila. Tu pas content? On va faire un truc animé, une joute oratoire, ou on en reparle d'ici là, on a encore un peu de temps pour ça. Ok, bon, ça va être un beau thème. Il faut le cogiter un peu pour bien articuler, dire des choses pertinentes. C'est ça, exactement. Pas tomber dans le... Ouais, dans le cliché, dans la facilité. Ou le trop diplomatique, c'est fatigant, ça dépend. Mais voilà, bien dès la problématique et trouver les vraies références, donner à penser, comme dit Gilles Barnheim, une formule qui est merveilleuse, donner à penser sur cette histoire-là, parce que tout le monde s'interroge tous, en fait. D'accord, et qu'il y a un enjeu qui est de prendre le temps par tout ça. C'est notion d'antisémitisme, bien sûr. Le coup des manifs, qui vient pas, qui est là, qui n'est pas là. L'actualité nous rattrape, malheureusement. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est une question qui se pose à chaque fois, malheureusement. Le coup de Charlie, pas Charlie. Quelles morts sont dignes d'être honorées, quand, par qui, de quelle manière. Bon, c'est tout là, on va pas parler de morts, bien sûr, mais on va revenir au fondement de la question. Avec l'idée de la science, c'est entre guillemets supérieur, entre guillemets. Tu sais qu'il y a quand même un précédent historique en France, l'affaire Dreyfus, mine de rien, ça a été c'était structurant en fait, sur la troisième. Jusqu'à Vichy plus. Jusqu'à Vichy plus. La Vichy plus, c'est-à-dire la séquence Vichy, c'est pas seulement la séquence d'information dans le temps, mais c'est aussi ce qui n'en restait après-guerre. Où le Japon avait été posé. Mais je pense sur quelle mesure jusqu'à quand on peut dire que le Dreyfusisme a de structurer la vie politique française. À mon avis, je pense si c'est vraiment fini. Tu as raison, d'accord, c'est mon humble avis. Puisque plus d'un siècle après. Bien sûr, puisque nous savons que ce n'est pas toujours, j'allais dire, ce n'est pas, ça ne se transmet pas, ce n'est pas fiable, mais souvent les idées. Il y a des filiations politiques qui existent. Des filiations politiques qui existent. Souvent les idées se transmettent. Souvent les enfants s'inspirent de... Ou rien d'autres formes. Oui. En tout cas, c'est une vérité tout à fait temporaire, donc ça peut être un bel exemple. C'est intéressant de voir que cette république qui se fabrique, qui va à la troisième, a dans sa gestation ce point fondamental du dreyfusisme. De se positionner par rapport à l'affaire Dreyfus et tout ce que ça représente. Et je ne suis même pas sûr que c'est une affaire de philosémitisme ou d'antisémitisme. C'est une question posée à la République.
une question posée à cet universel. Qu'est-ce qu'on fait avec le minoritaire qui perçoit négativement, etc. Est-ce qu'on dépasse ou pas? On peut universaliser la question de Dreyfus. À mon avis, ça a toujours été une question finalement qui est liée entre guillemets à l'origine, donc à la nationalité, au sens la nationalité avant la Première Guerre mondiale. Nationalisme, veut dire Les nationalistes liés au nationalisme. Et donc cette idée, on la retrouve à partir de là. On sait combien le politique inspire le diplomatique, or tout est lié, tu sais, lorsqu'il s'agit de négocier guerre ou pas guerre, etc. À chaque fois, on en revenait un peu à la notion d'attachement à la terre et l'attachement à l'identité. Et ça se vérifie aujourd'hui. C'est très bien décrit dans un livre qui s'appelle La fête de pensée. Sur le patriotisme français et le géniement qui sont l'œuvre par William Benda, et puis il développe ensuite son truc. Je dirais que dans le titre, c'est quelque chose qui est évocateur. William Benda, La trahison des clercs, c'est encore une autre référence de laquelle il parle. Et alors moi, en source juive, ce serait intéressant de... Il y a une histoire de l'antisémitisme. Il y a des thématiques adjacentes. Victimisation. Comment, c'est parce qu'une thématique au fond psychologique. Comment, des fois, on construit son identité en étant victime. Je vais même te dire, je pense que la communauté musulmane est plus que dans la tentation de ce que nous avons fait. À savoir, quand je dis nous, c'est la communauté juive française, on a joué passablement à la victimisation. Enfin, joué. C'est pas qu'on y joue, c'est qu'il y a des faits réels, il y a des émotions bien réelles, mais du coup il y a quelque chose qui se construit, qui nous enferme dans une posture victimaire. Et le problème, alors tiens, c'est le fameux de Simone Weil, celui qui est accablé par le malheur, à la fin on n'approche plus parce qu'il est très centré sur lui. Attends, ça c'est pas donner lecture du texte. Le malheur de son malheur, c'est que il est comme consumé dans la compassion. La compassion qu'il pourrait susciter est complètement consumée. Donc, je retrouve ce texte-là. Dans les sources juives, il faudra voir comment ça fonctionne. Tu vois, comment on peut apporter de la hauteur. À ça. Oui, la communauté musulmane est dans ce truc. Dans la Torah. Il y a des acteurs qui voudraient l'embarquer là-dedans. Dire, mais voyez, pensez-vous comme victime, il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Il faut sortir de ça. Tout à fait. Judéophobie, islamophobie sont des réalités statistiques. C'est ne pas le nier. Maintenant, sur le plan des stratégies communautaires, ou des relais d'opinion que sont les ministres du culte, par exemple, des références, les clercs, comment on fait pour dépasser ça, pour être un peu plus intelligent que ça, collectivement. L'intelligence collective, c'est pas gagné. Ce que je propose, c'est que peut-être dans un premier temps, c'est que l'on fasse un peu l'inventaire. Ouais. Sur une phase d'inventaire. Voilà, l'histoire de l'antisémitisme. Et je sais que souvent on taxe le peuple juif d'avoir généré cet antisémitisme. Je m'explique. Oui. À travers des textes. C'est les discours de Goebbels. Oh, je sais. Les textes de la Torah, du Talmud. Alors, pratiquer la distinction. La distinction. De l'accusation en distinction. C'est une dichotomie entre le peuple juif, les règles traditionnelles ou rituelles, et à partir de là, que nous serions responsables de ce chantier. C'est le comble. Oui, ça c'est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est pas dire c'est évidemment comme des textes. Bien sûr. Puis après, bien sûr, d'antisémitisme, c'est une forme de ségrégation, comme point de départ, il y aurait la gare, un chien de départ, un autorité. Par contre, ton gamin, c'est la génération des gens qui mais en fait,
Voilà, c'est une association. Bon, est-ce qu'un c'est une obsession hiérarchique talmudique? Est-ce que c'est une obsession d'Anar? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu obsessionnel? Certains seraient capables de dire aujourd'hui, et on les connaît, que l'antisémitisme, c'est une chimère, c'est une vue de l'esprit, c'est une... oui. Il faut aussi critiquer cette histoire. de faire intelligemment. On ne sait jamais à qui on a affaire, malheureusement. Je veux dire par là, d'une manière même de vous préparer à toutes ces... Bon, allez, on va essayer de faire quelque chose de pas bête. Oh, On peut voir, on laisse cogiter, s'apercevoir on peut trouver... on se donne une petite heure pour... ça suffira. Ouais, c'est bien. Voilà, tout à fait. Oh, pardon. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, un grand merci à vous qui êtes dans l'intimité du rabbinat de Grenoble, à nos auditeurs. Absolument. Nous vous souhaitons de tout notre cœur de très belles fêtes, Pessah, Kacher et Saméach. À toutes et à tous. Voilà, n'oubliez pas de vérifier que tout va bien où passer le Seder. Contre toute attente, il y a des gens qui sont un peu tout seuls pour les fêtes. Je dirais nos portes et comment dirais-je, nos chaumières, nos portes et nos synagogues sont grandes ouvertes et nos pour les recevoir. Très bien. Un grand merci, Rabbi. Bonne fête à toi. Très bon Cédarine.